L'éveil du Seigneur des Runes, chapitre 1, deuxième partie, les héros de la ville. À moins qu'un personnage ne prenne grand soin de cacher son nom, l'identité de tous les PJ est bientôt connue de tous. Les habitants saluent les personnages partout où ils se rendent. À Point de Sable, tout le monde ne meurt pas d'envie de devenir le meilleur ami des PJ, mais il est certain qu'ils sont plus que bien accueillis. Les événements qui seront décrits se sont passés donc de manière plus ou moins aléatoire en fonction des allées et venues des personnages joueurs. Après le tumulte de l'attaque, le père Xanthus ne remarque pas de suite que quelqu'un a profané la tombe du père Ézachien Tobin, mais rapidement, le soir même, il remarque que la porte de pierre du caveau de son prédécesseur est entrouverte. Craignant le pire, il se précipite chez le prévôt Sigu qui, lui, va trouver les personnages joueurs, leur demandant de l'accompagner au cimetière de Point de Sable. Baylor Sigu ne s'attend pas à grand chose, au pire, un gobelin coincé dans le caveau. Mais il veut que les PJ l'accompagnent pour qu'ils puissent les jauger. Pendant le trajet, il les remercie une fois de plus pour leur aide et leur pose de nombreuses questions. Il veut en savoir plus sur eux, et surtout sur leur projet. Une alliance avec un groupe d'aventuriers, c'est toujours une bonne chose, et Sigu voudrait en conclure une avec les PJ. Une fois arrivé au cimetière, Sigu demande au père Xanthus d'attendre dehors pendant que les PJ l'accompagnent sur les lieux du crime. Le caveau est une structure de pierre de 6 mètres de côté, placée contre le mur d'enceinte. Elle abrite les dépouilles des gardiens des prêtres et des acolytes décédés qui travaillaient à la cathédrale. La porte est entrouverte et la terre alentour est retournée. Les PJ s'aperçoivent qu'il y a de nombreuses empreintes appartenant à des gobelins et également celle d'un humanoïde plus grand. La porte ouvre facilement et derrière, les personnages vont rencontrer dans les cryptes des squelettes animés qui les attaquent. Les PJ vont se défendre, repousser les assaillants, les détruire. Ils retrouveront une robe d'ossement abandonnée dans un coin. Et le plus inquiétant, le shérif Sigu se rend compte que le sarcophage du père Tobin a été profané et que ses restes ont disparu. Le prévôt Sigu ignore pourquoi quelqu'un a emporté ses os, mais si les PJ ne s'en doutent pas, il avance une hypothèse, c'est que le raid des gobelins n'était qu'une diversion pour que le voleur puisse emporter les restes de l'ancien prêtre. Il recommande aux PJ de garder cette information pour eux. Après tout, cette semaine, les villageois ont bien eu assez de soucis. La fille du boutiquier. Shaelis Winder, la fille du propriétaire du bazar de Point de Sable, est certainement une jeune fille séduisante, mais c'est sa sœur aînée qui a récemment fait parler d'elle. La rumeur dit que Catherine Winder s'est mise en couple avec un des hommes qui travaille à la scierie et que son père, protecteur, est fou furieux. Quand Shaelis approche donc timidement un PJ en disant que son père a été bien trop occupé par la vie privée de sa sœur pour s'occuper d'un problème de vermine dans le magasin, elle est tout à fait crédible. Elle explique qu'il y a des rats dans la boutique et que juste hier, elle est sûre d'avoir vu un rat aussi gros qu'un gobelin qui se cachait derrière un tonneau au fond de la cave. Son père ne la croit pas, mais elle sait qu'il se préoccupe plus de sa sœur, pourrait être en train de faire ou non à la scierie, et puisqu'elle a un héros à portée de main, eh bien elle se dit que peut-être il pourrait venir avec elle pour tuer les quelques rats dans la cave du magasin. Elle insiste sur le fait qu'il n'a pas beaucoup de rats. Elle jette son dévot donc sur le personnage fraîchement arrivé, le héros Caleg Veredus, beau prêtre d'Abadar. Shaelis révèle alors ses véritables intentions et une fois dans la cave avec Caleg, elle détache son corsage et se glisse dans les bras du PJ tout en essayant de l'entraîner vers un lit de camp que quelqu'un a
commodément installé au fond de la pièce. Et il se passe ce qu'il doit se passer naturellement avec le personnage de Calais qui est d'un naturel charmeur et d'une femme comme Shailys qui n'attend pas plus loin pour pouvoir conclure avec lui. Malheureusement, se fait entendre un bruit en haut de l'échoppe. Heureusement qu'Alec entend une personne arriver, il va se cacher et c'est alors que le père Venwinder arrive, demande à sa fille ce qu'elle fait ici. Sa fille lui baragouine alors qu'elle avait vu un gros rat et tente de soigner sa réputation auprès de son père du mieux que possible. Le bluff semble passer auprès de Vin. Heureusement qu'Alec caché n'est pas découvert. La suite va donc se passer relativement bien pour l'ensemble du groupe. La chasse au sanglier. Cet événement se déroule alors que les PJ décident de passer au dragon rouillé pour répondre à l'invitation d'Aldern Gorrenard, qu'ils ont sauvé heureusement lors de l'assaut initial de Point de Sable. Avant de retourner dans sa demeure de Manimar, dans les jours qui suivent, il espère aller chasser le sanglier dans le bois Otique et il aimerait inviter les personnages à l'accompagner. Fidèle à sa parole, il offre 50 PO au PJ pour lui avoir sauvé la vie et les invite à passer le voir dans sa maison de Manimar la prochaine fois qu'ils seront en ville. Il y a 3 km pour atteindre le gué de la Turandarok, jusqu'au nord d'un escarpement calcaire appelé l'Assiette du Diable. On va voir sur la carte où ça se trouve. Et donc, Point de Sable se trouve ici, dans la baie, dans la petite crique. Et 3 km plus loin, on trouve le bois Otique. Donc le parcours se fait à cheval, avec des chevaux que Aldern a payés à l'équipe. Malgré son nom inquiétant, le bois Otique est en vérité une forêt relativement sûre, connue pour abriter des sangliers sauvages, des daims, quelques cougars à fourrure ardente, et les rares tigres géantes qui ont donné son nom à la forêt, mais aucune tribu gobeline n'a élu domicile dans ses frontières. La chevauchée jusqu'au bois Otique prend environ une demi-heure. C'est un moment pendant lequel Aldern va pouvoir discuter avec les personnages joueurs. Notamment Rick Hunter. Il lui demande alors qui sont-ils, d'où viennent-ils, depuis combien de temps ils affrontent les gobelins, est-ce qu'ils ont vécu des passages particulièrement difficiles au cours de leurs aventures. Au bout d'un moment, Aldern commence à inquiéter les personnages et face à son obsession grandissante. Les PJ pratiquent donc la chasse avec lui et reviennent avec un beau sanglier. Des ennuis au dragon rouillé. Point de Sable ne compte que 2 auberges, alors à moins que les PJ ne soient tous originaires de la ville, ils doivent loger au Cerf Blanc ou au Dragon Rouillé. Comme la propriétaire du Dragon Rouillé leur a offert une semaine gratuite dans son établissement et qu'Aldern Gorrenard séjourne là et les a sûrement invités à dîner, il y a de grandes chances pour que les PJ deviennent des habitués. Ameiko est très accueillante et les aventuriers et les villageois qui fréquentent son établissement aiment écouter les clients raconter leurs frasques et leurs histoires de bravoure. Alors que les PJ se trouvent au Dragon Rouillé, un visiteur revêche ouvre violemment la porte et bugle un ordre dans un curieux langage. Il s'agit d'un aristocrate local Lonjiku Taijitsu, un Tianais âgé qui fait partie des nobles les plus connus de Point de Sable. Les PJ qui parlent le Minkai comprennent ce qu'il hurle en entrant. « Où est donc ma fille ?» Les autres clients du bar le connaissent et savent qu'il est réputé pour ses éclats de colère. Ils deviennent silencieux et se concentrent sur leur repas. Lonjiku s'avance dans la salle et parcourt la taverne du regard à la recherche de sa fille jusqu'à ce que ses yeux se posent sur les nouveaux héros de Point de Sable. Lonjiku est un Tianais d'âge mûr. Il s'approche des PJ et les accuse d'avoir mis les villageois en danger avec leur singerie lors de l'attaque des gobelins et affirme qu'ils auraient dû laisser les gardes et les professionnels s'occuper de la défense de Point de Sable. Les PJ disent alors être de simples aventuriers.
Longiku éclate d'un rire méprisant, lève les yeux au ciel et crache. Juste ce qu'il nous fallait, une bande de vagabonds crasseux qui vont nous attirer encore plus d'ennuis. C'est un vieil homme arrogant aux propos injurieux. Ameko intervint alors, elle se précipite dans la salle commune, une mouche dégoulinante de soupe à la main pour voir qui fait un tel vacarme. Le père et la fille se disputent un moment en minkai. Longiku lance son ultimatum et Ameko lui ordonne de quitter son auberge avec une bordée d'injures aussi créative que choquante. Fou furieux, Longiku tente de l'attraper par les cheveux pour la traîner hors de la taverne, mais elle l'esquive et abat sa louche sur son crâne. Longiku se retrouve avec du poisson et des pommes de terre plein les cheveux et les habits. Cette démonstration publique d'insubordination le blesse plus que tout le reste. Il marmonne un peu avant de retrouver sa voix et de cracher « Pour moi, tu es aussi morte que ta mère » et de quitter la taverne. Alors qu'il quitte les lieux, elle récupère courageusement sa louche, enlève un cheveu collé dessus et déclare « il va me falloir une autre louche plus propre parce que j'ai mis du ragoût d'abruti au menu. » Et les acclamations et les rires de ses clients l'aident à se remettre. Elle remercie les PJ pour ce qu'ils auraient pu faire et ne serait-ce que d'avoir fait face à son père et leur offre une nouvelle semaine d'hébergement gratuit, en plus que le repas. Sombre nouvelle de Bois Moussu. Chalelou Andosana n'est pas vraiment une chasseuse de primes, ni une adepte de la survie, ni une mercenaire, mais un mélange des trois. Cet elfe passe au village une ou deux fois par saison pour acheter des provisions et ne reste jamais plus de quelques jours. Comme c'est une vieille amie d'Ameko, elle loge toujours gratuitement au Dragon Rouillé. À la fin de chaque séjour, elle discute quelques heures avec le prévôt Sigu et le maire d'Evrin à la garnison pour leur faire un rapport sur l'état de l'arrière-pays. Puis elle quitte à nouveau la ville, une bourse d'or à la ceinture. Sigu et d'Evrin apprécient tous deux les rapports de Chalelou, car ils offrent un point de vue objectif sur le développement des terres agricoles et sur les dangers que bourgeonnent dans la région. Chalelou arrive à Point de Sable quelques jours après l'invasion gobeline. Aujourd'hui, la visite de Chalelou est inattendue. Elle est passée en ville il y a à peine un mois et on ne l'attendait pas avant au moins la dernière semaine de l'automne. Elle se dispense de la visite au marché de Point de Sable et au Dragon Rouillé et demande une entrevue immédiate avec le prévôt Sigu et le maire d'Evrin. Le prévôt Sigu cherche les PJ et leur demande de le rejoindre, ainsi que le maire d'Evrin et Chalelou, à l'hôtel de ville en leur disant qu'il dispose de nouvelles susceptibles de les intéresser. La rencontre se passe dans un bureau confortable au premier étage. Les PJ n'ont pas encore rencontré Kendra d'Evrin. Sigu présente alors les PJ au maire et celle-ci les remercie sincèrement pour l'aide apportée à Point de Sable durant le raid. Sigu désigne Chalelou comme un membre non officiel de la garde de la ville et lui présente les PJ comme la nouvelle moisson de héros de Point de Sable. Sigu explique que Chalelou est une épine dans le pied des gobelins depuis des années et que peu en savent autant qu'elle à leur sujet. Il continue en résumant le rapport de la rôdeuse. Point de Sable n'est pas le seul endroit qui a des ennuis avec des gobelins ces derniers temps. Il y a une augmentation de pillage tout le long de la route de la Côte Oubliée, en particulier dans les Vaux, entre le bois aux orties et le bois moussu. Hier, à peine, un groupe de gobelins a brûlé une ferme au sud du bois moussu jusqu'aux fondations. Heureusement, Chalelou était à proximité et même si elle n'a pas pu sauver la ferme, elle a réussi à protéger la famille et à repousser les gobelins. Cette famille réside pour l'instant dans une ferme voisine, mais il semble évident que le problème gobelin ne va pas disparaître. Elle dit alors ceci. Bélor m'a raconté vos exploits contre les gobelins. Je vous félicite. Ces dernières années, je me suis efforcé de les empêcher de causer trop d'ennuis dans les environs. Mais ce sont des petits nabots tenaces et prolifiques. Et la mauvaise herbe qui mord. Il y a 5 grandes tribus gobelines dans la région, et en général elles sont plutôt douées pour se tenir mutuellement en respect à coups d'escarmouches interitables. Cependant, d'après ce que j'ai constaté, les 5 tribus ont participé au raid sur Point de Sable. Bonne partie des gobelins de la tribu Bois Moussu auxquels j'ai eu affaire hier étaient déjà bien amochés, et ils piaillaient énormément à propos de Grande Guibole, qui avait tué tant des leurs. D'après leur description et maintenant que je vous vois, je comprends de qui ils parlaient. On dirait que vous les avez vraiment impressionnés.
Quoi qu'il en soit, je suis vraiment inquiète de voir que les 5 tribus coopèrent. Elles ne s'entendent jamais entre elles, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'important de prévu. Et pour prévoir quelque chose d'important, ils ont besoin d'un chef. J'ai bien peur que quelqu'un ne se soit installé chez les gobelins pour organiser les tribus. Au vu des derniers événements, ça ne présage rien de bon pour nous. Après le discours de Chaléloup, le prévôt Sigu annonce qu'il se rend au sud, à Manimar, avec quelques hommes, pour voir s'il peut obtenir des soldats supplémentaires à Point de Sable. Au moins jusqu'à ce que l'on puisse déterminer l'étendue de la menace gobeline. Il a demandé à Chaléloup de fureter autour de Bois-Guibol, de la Sillette du Diable et de quelques autres endroits où vivent les gobelins pendant son absence, pour voir si elle peut découvrir ce qui se trame. Il voudrait également que les PJ se montrent régulièrement en public dans les jours à venir, si cela ne les dérange pas. Les habitants semblent vous apprécier, dit-il. Ils seront bien moins inquiets que s'ils vous voient en ville dans les jours à venir. Une fois la réunion terminée, Chaléloup demande au PJ si elle peut se joindre à eux pour dîner au Dragon Rouillé. Elle voudrait en apprendre plus sur l'invasion gobeline et en échange, elle peut leur apprendre bien des choses sur les gobelins. Les tribus gobelines. Comme elle l'a dit plus tôt, 5 tribus principales se partagent la région. La plus proche de Point de Sable est celle des croqueurs d'oiseaux, qui vivent dans les grottes sur la bordure ouest de la Sillette du Diable. Normalement, ces gobelins sont les moins agressifs du lot. Au sud, les lèches-crapauds occupent le marais Souche-Salé et ces petites pestes sont d'excellents nageurs. Les 7 dents, les gobelins de Bois-Guibol, se trouvent à l'est et se font une réputation en pillant le tas d'ordures de Point de Sable et en recyclant les rébus volés en armure et en armes. Encore plus à l'est, les gobelins du Bois Moussu sont les plus nombreux, mais plusieurs familles se livrent à diverses vendettas, ce qui les empêche de s'étendre. Et enfin, les gobelins du Pic Chardon vivent sur la côte de Bois aux Orties, sur une petite île qui, d'après certains, ressemble à une tête décapitée. Les héros gobelins. Chaléloup précise que les gobelins ont généralement une existence courte et violente. Il est rare qu'un gobelin accède à la notoriété, mais quand cela arrive, c'est toujours mérité. Et en ce moment, 6 gobelins bénéficient du statut de héros. Le grand Gugmut est un gobelin extraordinairement grand et musculeux, du Bois Moussu, qui dit-on a une hobgoblin pour mère et un sanglier pour père. Corvus était un champion des 7 dents, aussi célèbre pour son mauvais caractère que pour son bien le plus précieux, une épée longue magique forgée pour un humain qu'il s'entêtait à garder même si elle était trop grande pour lui, pour qu'il puisse la manier correctement. Corvus disparut il y a plusieurs mois après avoir soi-disant découvert une cache secrète dans une grotte le long des falaises. Les gobelins des 7 dents sont convaincus qu'il est devenu un fantôme ou pire encore, et qu'il rôde encore là-bas prêt à assassiner les gobelins qui tenteraient de découvrir sa cachette. Ranwattle Gudvald, le chef obèse des gobelins de Souche-Salé, est un monstre corpulent qui ne quitte jamais son troll. Vol Pépite est le chef actuel de la tribu de Pic Chardon et contrôle ce qui, selon les 5 tribus, constitue le meilleur repère de la région. Et enfin, il y a Brut Zamus, un infâme rôdeur gobelours qui vit au nord du Bois aux Orties et rend souvent visite aux 5 tribus pour échanger ce qu'il a volé aux caravanes contre de l'alcool, des nouvelles ou des flèches magiques. Chaléloup souligne que Brutzamus nourrit une haine particulière à l'égard des elfes et qu'ils se sont affrontés à plusieurs reprises, mais jusque-là, aucun n'a réussi à prendre l'avantage sur l'autre. Chaléloup jure amèrement qu'elle ne sera pas la première à succomber à leur guerre personnelle. L'aubergiste disparut. Une alpheline âgée et timide nommée Betana. C'est une serveuse qui travaille au Dragon Rouillé pour Ameiko Kaijitsu et est visiblement bouleversée. En résumé, sa patronne a disparu. Betana s'est levée de bonne heure ce matin pour découvrir qu'Ameiko n'avait pas commencé à préparer le petit déjeuner. Une première. Inquiète, elle tapa à la porte d'Ameiko mais n'obtint pas de réponse. Allant à l'encontre de ses principes, Betana entra dans la chambre d'Ameiko qu'elle trouva vide. Le lit non défait. Pire, elle trouva une note chiffonnée près du lit. Une note du frère d'Ameiko, Tsuto. Betana tend alors la note au PJ.
bien qu'elle soit écrite en Minkai. Ameiko lui a enseigné ce langage au fil des ans. La Alphenine a traduit le message sur le verso de la note. Betana explique que Tsuto créa un véritable scandale à sa naissance. Je vais lire la note et reprendre le récit. Salut Sorette. J'espère que cette lettre te trouvera en pleine forme et avec un peu de temps libre devant toi, car nous avons un léger problème. C'est en rapport avec Père. Il semble qu'il a quelque chose à voir avec les récents problèmes de gobelins de Point de Sable. Je ne veux pas avertir les autorités, car nous savons tous deux qu'il trouvera un moyen de s'en tirer. Cependant, tu as une certaine influence ici en ville. Retrouve-moi à minuit, à la verrerie, et nous pourrons peut-être nous arranger qu'il reçoive le châtiment qu'il mérite. Frappe 2 fois, puis 3, puis 1 à la porte de service, et je viendrai t'ouvrir. Pas besoin de te rappeler le caractère secret de ma demande. Si cela venait à s'ébruiter, tu sais bien que les pecnos du coin penseraient que toi et moi sommes également impliqués dans cette affaire, n'est-ce pas? Ils n'ont aucun honneur par ici. Je ne comprends toujours pas comment tu peux supporter de vivre avec eux. Ne dis rien à personne. Il y a aussi d'autres problèmes dont je préférais te parler en personne, ce soir. Ne sois pas en retard. Tsuto. Betana explique que Tsuto créa une véritable scandale à sa naissance, en 4688. C'était un demi-elfe. Betana ouvre de grands yeux en faisant judicieusement remarquer qu'aucun des parents d'Ameiko n'a de sang elfique. Il était évident que le vieux Lonjiku n'était pas le père du garçon. Et tout le village parla de sa rage devant l'infidélité de sa femme pendant des mois. Hatsui, la femme de Lonjiku, ne révéla jamais qui était le père de l'enfant, et le fait que le couple soit resté marié témoigne de l'opiniâtreté de Lonjiku. Tsuto fut confié à l'académie de la Tourande d'Arok pour être élevé loin de la famille Kaijitsu, alors que son père l'ignorait et que sa mère avait interdiction de le voir. Sa sœur Ameiko découvrit son existence alors qu'elle avait 10 ans et lui rendit visite plusieurs fois par mois, en secret, pour lui tenir compagnie, lui apporter de la nourriture et lui promettre qu'un jour, les choses s'arrangeraient. Tout bascula en 4705, quand ils se disputèrent violemment et que Tsuto frappa Ameiko. Betana ne sait pas quel fut le sujet de l'altercation, mais quoi qu'il en soit, Ameiko partit loin de Point de Sable pendant 1 an et gagna sa vie comme aventurière. Elle revint à Point de Sable pour assister aux funérailles de sa mère. Tsuto était persuadé que Lonjiku avait poussé Hatsui du haut de la falaise. Il exprima son avis en public et il eut encore une altercation pendant les funérailles où Lonjiku brisa presque la mâchoire de Tsuto d'un coup de canne. Le demi-elfe le maudit et quitta Point de Sable. Ameiko essaya de renouer contact avec lui depuis, mais elle n'est jamais parvenue à retrouver sa trace. Betana se doute que Tsuto ne prépare rien de bon. Comme le prévôt, Sigu n'est pas en ville, elle n'a que les PJ envers qui se tourner. Elle les supplie de se rendre à la verrerie aussi vite que possible et de découvrir ce qui est arrivé à Ameiko. La 3e partie nous amènera vers la verrerie, au cœur des troubles de la famille Kaijutsu. Et c'est un mal ancien qui se cache sous les fondations de la verrerie.